Bonjour à tous, merci Maxou. Une précision au cas où vous envisageriez d'aller voir Dédé, elle est pas à Châteaumeillan, elle est au Châtelet, où elle a fêté ses 105 ans, je vous en reparlerai tout à l'heure. Alors dans le cadre de cette rencontre sur les femmes et la musique, voici un cas particulier, une sorte de témoignage qui est pas forcément une analyse, mais une sorte de témoignage d'un parcours de f qui de André Dufaux qui se trouve être une femme et face, à qui je, présenterai certains des éléments qu'elle m'a transmis, de manière volontaire ou non. Et j'ai envisagé pour, proposer cette présentation, un certain nombre de questions, heu, que m'ont inspiré la thématique, femmes et musique, autour de cette histoire d'amitié. Ces questions vont jalonner mon intervention, mais auparavant, je vais pour ceux d'entre vous qui ne connaîtraient pas André Dufaux ou qui la connaîtraient mal ou qui auraient oublié, contrairement à elle qui se souvient de tout, je vais vous présenter rapidement les grands éléments de sa vie. Elle est née donc en 1920. Oui, vous comptez bien, elle vient de fêter ses 105 ans, effectivement, en nous chantant 2 chansons intégralement. Et en commentant tout ce qu'il y avait à commenter, donc jusqu'à une période très récente, puisqu'elle a fêté son anniversaire le 2 avril, jusqu'à ce moment-là, mmh, elle allait bien. Les 105 ans font leur travail. C'est une des éléments d'histoire personnelle que je vous donne d'abord. Donc André Dufaux, André Champagnat, de son nom de jeune fille, est né en 1920 à Rezé. Pour ceux d'entre vous qui connaîtraient la région, Rezé, bah, j'ai rien à dire, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Rezé, c'est entre, sur le canton du Châtelet. On va voir que ça a son importance. Elle est née dans une famille où la fratrie est nombreuse. Elle perd sa mère à l'âge de 10 ans. Et ça va la marquer évidemment, considérablement, mais ce qui nous intéresse dans son parcours aussi, c'est que, son père et son grand-père sont, heu, détenteurs d'un répertoire extrêmement riche de chansons. Elle dit elle aime raconter que, son père pouvait tenir 2 journées entières sans chanter la même chanson et en chantant tout le temps. Donc il a un répertoire, phénoménal. Son grand-père aussi était chantre à l'église, donc il y a une tradition de chant et une maîtrise d'un répertoire qui est, assez exceptionnel. André grandit dans cet univers de chansons qui sont tantôt des chansons religieuses, elle en connaît beaucoup, tantôt des chansons profanes, on va dire pour, le dire simplement, des chansons profanes qui sont chantées, à la veillée évidemment et à toutes les occasions. C'est une famille de on ne dit pas encore agriculteurs à ce moment-là, on dit paysans, une famille de paysans. En 1944, elle se marie avec André Dufaux et André Dufaux, au village des Andrés. Elle se marie avec André, au village des Andrés à Rezé, où vit la famille Champagnat. André partent dans une ferme en métayage, et j'insiste là-dessus parce que ça va être, l'origine de récits assez récurrents sur l'injustice que représentait le métayage. Donc un système de «partage» entre guillemets des ressources. Ils s'installent ensuite, une fois que vraiment le métayage les insupporte, ils partent s'installer à Touchet, au domaine du Pouvier, et là naissent Anne-Marie, sa première fille, leur première fille, et Geneviève, leur deuxième fille. À un moment donné de son parcours, elle va de temps en temps, elle intervient de temps en temps pour, travailler on dirait en double activité aujourd'hui, travailler comme donc travail complémentaire à celui de la ferme, elle travaille à l'auberge des 7 sœurs. Puis elle part en retraite
à Orval, à côté de Saint-Amand-Montrond, d'où, où André, son mari, décède et elle est partie depuis 2 ans maintenant, à la d'Orval au Châtelet, comme un retour, où elle est à l'EHPAD, donc où elle, vous accueillera si vous voulez, sans problème et avec joie. Donc cette vie, sa vie dans les grandes lignes, c'est une vie qui s'est faite au rythme des travaux de la ferme. Dans une famille de paysans, au rythme des travaux de la ferme et dans un lien qui va être évidemment celui de tout ce travail-là. Par exemple, elle vend du lait elle vend du lait et des fromages au marché de Lignières. Ses filles vont à l'école, effectivement, et on en reparlera tout à l'heure. Ce parcours-là va avoir quelque chose de non pas de singulier, pas du tout même. Ça semble être exactement l'inverse. Ça n'a rien de singulier, c'est le parcours d'une femme de sa génération qui a été paysanne et dont le mari était paysan et qui ont vécu de cette manière. Je dis de cette manière-là parce qu'effectivement, c'est une façon de vivre qui n'est pas celle du monde ouvrier ou autre. Je vous ai annoncé quelques éléments dans le récit autour d'une amitié, une amitié de champ. Et cette amitié de champ, elle semble, en partie, reposer sur un certain nombre de points communs que nous avons eus. Et le premier de ces points communs, me semble-t-il, c'est effectivement celui d'un parcours. On a 45 ans d'écart, mais sa ferme en métayage correspond d'une certaine manière à la ferme que mes parents avaient en fermage. C'est pas la même histoire, parce qu'on n'est pas de la même génération. Les vaches laitières, comme elle, je sais ce que c'est, puisque j'ai grandi. C'est là où c'est au moment de la traite du soir, pas de celle du matin, que ma mère me chantait parce qu'elle disait que ça faisait du bien aux vaches. Les vaches étaient contentes d'entendre chanter, donc ma mère chantait quand on allait traire les vaches. Et le marché aussi, bah, voilà, le marché n'est pas un mystère pour moi puisque depuis toujours, on est allé faire le marché à Saint-Amand, pas à Lignières, mais à Saint-Amand. Donc le principe, ce sont de toutes petites choses évidemment qui n'ont rien à voir avec la chanson, mais qui peut-être ont quand même une certaine influence. Vous allez voir ce que j'en dis. Et pour terminer, les vaches charolaises qu'ils avaient chez eux, je les connaissais aussi puisque mon père avait des vaches charolaises. Bref, ces petits, parallèles techniques, sont peut-être, à mon sens, plus importants qu'on ne l'imagine. Et nos parcours sont, d'une certaine manière, suffisamment proches pour que soient alimentées régulièrement des discussions, heu et une forme de reconnaissance mutuelle. J'ai eu l'occasion de rencontrer, comme si on faisait partie d'un même, mouvement. Les enfants d'agriculteurs reconnaissent les enfants d'agriculteurs. Alors c'est peut-être moins vrai maintenant, mais ça l'a été longtemps. En tout cas, ici, ça a marché. Dans une journée d'études sur les femmes et la musique, quelle est la place d'André? Je vous ai annoncé un certain nombre de questions. La première est la suivante: comment découvre-t-on une chanteuse traditionnelle? Comment est-ce qu'on rencontre une chanteuse traditionnelle? Alors évidemment, je ne vais pas revenir sur l'histoire du collectage, relatée par, François Ganneau tout à l'heure, mais André s'inscrit exactement dans ce qui a été exprimé tout à l'heure, à savoir, d'une certaine manière, l'approche folkloriste. André a été, entre guillemets, «découverte», a été rencontrée, c'est par, Roger Pierron du groupe des Tionalinières, qui avait ses filles à l'école et à qui il demandait aux enfants: «Est-ce que vos parents chantent ou jouent de la musique?» Les filles ont dit: «Bah, évidemment, nous, notre maman, elle chante», et donc il est allé la voir et là, il a eu l'occasion de découvrir tout le répertoire, mais aussi de rencontrer une personnalité. Roger Perron, instituteur, heu, qui permet donc de découvrir et qui, à partir de 1959, va enregistrer André. Donc les plus anciens enregistrements qu'on ait d'André datent de cette époque. Et puis,
d'une autre, avec une autre approche, l'intervention, enfin la découverte, dans une autre approche, mais aussi dans une autre, perspective probablement, la découverte par Catherine Perrier. Catherine Perrier et André, se connaissent bien, elles s'estiment beaucoup mutuellement et cette approche-là de Catherine, chanteuse, mouvement folk, Roger Pierron, mouvement folkloriste, ce sont 2 approches qui découvrent la même personne, mais qui posent la question de savoir si leur écoute est identique. Est-ce qu'ils écoutent André de la même manière? Est-ce qu'ils écoutent son répertoire? Est-ce est-ce qu'ils ont des attentes en écoutant le répertoire d'André, en écoutant chanter? C'est une question qu'on peut se poser. Je suis pas sûre d'avoir la réponse, hein. Je vous livre la question telle qu'elle m'est venue à l'esprit. Qu'est-ce qu'ils cherchent quand ils viennent enregistrer André? Est-ce qu'ils cherchent à écouter les chansons les plus anciennes? Est-ce qu'ils cherchent la plus belle chanson? Est-ce qu'ils cherchent la plus triste? Est-ce qu'ils cherchent la plus locale? Tout ça, ce sont de vraies questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une attente? On suppose que oui, comme dans n'importe quelle interaction. Mais qu'est-ce qu'on cherche à écouter quand on écoute une chanteuse comme André Dufaux? Son répertoire est tellement riche que tous ceux qui l'écoutent, en vérité, vont y trouver leur compte. Et il faut réinscrire les enquêtes de Roger et de Catherine Perrier dans l'époque. Et j'étais touchée d'entendre parler de Louise Recher, mais c'est aussi le moment des sœurs Goadec, c'est aussi le moment où, etc. Donc André rejoint le panthéon des chanteuses au répertoire extrêmement varié. Répertoire qui fait qu'en vérité, chacun va y trouver son compte. Ceux qui veulent écouter des chansons très anciennes vont être absolument touchés par sa référence, par son chant sa chanson qui s'appelle L'Alouette et le Marlot. L'alouette avec le marlot, etc. Qui va beaucoup émouvoir Georges-Henri Rivière, venu au Play rencontrer Roger. Roger lui fait écouter la chanson et Georges-Henri Rivière dit: «Mais c'est une chanson du 18e». Donc ce qui le fascine, c'est l'ancienneté de la chanson. Ceux qui veulent écouter une chanteuse du Berry, chanteuse locale, chanteuse, forcément avec une imprégnation, quasiment identitaire, vont y trouver leur compte puisqu'elle chante au Châtelet en Berry. Ah ça va. Il y a Berry, il y a Châtelet, ça marche. On a tout ce qu'il faut. C'est une jolie valse qu'elle nous a chantée le jour de ses 105 ans. Ceux qui veulent écouter des chants religieux, très touchants. Voici le jour de la naissance, etc. Très, très belle chanson. Ceux qui préfèrent les chansons pour enfants écouteront des berceuses, écouteront des petits Père Michel, etc. Autant de choses qui ont été enregistrées et que, en fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite apparente à son répertoire. Et surtout, il n'y a pas de limite à la réception du répertoire. Il faut savoir quand même que quelques-uns parmi vous peuvent en témoigner. Quand j'ai invité André pour fêter mes 50 ans, c'est un prétexte comme un autre, c'est autrefois, d'accord. Mais quand elle est intervenue, bon, c'était elle la reine, hein, quand même, elle est intervenue en disant: «Je vais vous chanter une chanson» qu'elle n'avait jamais chantée devant quiconque dans cette assemblée, et c'était une chanson coquine. Donc on a toute la variété du répertoire. Elle avait une coccinelle, Estelle, etc. Elle a chanté ça, c'était la première fois qu'on l'entendait chanter une chanson à double sens. Bon, en tout cas, la question de la richesse du répertoire n'est plus à démontrer, et avec André, on a affaire donc à une chanteuse traditionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire une chanteuse traditionnelle? Pourquoi est-ce qu'on appelle une chanteuse traditionnelle? Est-ce que ça veut dire qu'elle est ancrée dans la tradition? Si oui, laquelle? Est-ce que ça veut dire qu'elle est elle est du Berry? Eh oui, elle est du Berry. Enfin, du Berry, du sud du Berry, enfin du sud du Berry, du canton du Bois-Chaud, d'accord, mais peut-être du Châtelet, de Lignières. Jusqu'où va la référence à l'identité? Vraie question. Est-ce qu'on dit que c'est une chanteuse traditionnelle parce qu'elle a été paysanne? C'est un statut comme un autre. Est-ce qu'on dit que c'est une chanteuse traditionnelle parce qu'elle est vieille?
Ça marche quand même en général. En principe, bon. Bref, il est possible qu'on soit, là encore, dans des projections. En tout cas, si on tient, si on s'en tient au répertoire, si on s'en tient strictement au répertoire. Mais le point commun, heu, à tout son répertoire, à tous ces éléments-là, potentiellement explicables, il est potentiellement explicable par des musicologues dont je ne suis pas, hein. Je suis comme Dédé, je peux vous le dire, je ne connais pas la musique. C'est quelque chose qui revient régulièrement, je ne connais pas la musique. On peut aussi s'interroger sur ce qu'on veut dire quand on dit: «Je ne connais pas la musique», mais c'est un autre problème. Donc potentiellement, ce qui va faire le point commun entre toutes ces chansons, c'est sa manière de chanter, bien évidemment, et de passer d'un répertoire à un autre tout en faisant percevoir une forme d'unité. Quand on entend chanter la Dédé, on sait que c'est elle. Et là, attention, je vais vous montrer à quel point je maîtrise la technique. Voilà. Oui, il était temps. Et La loi avec le merlot, tous les veulent se marier. Tous les veulent se marier, mais point de pain pour le déjeuner. Belle Jolivette, jeune Jolivette, oh mon oiseau, il est bio. À présent, je peux vous chanter. Tant qu'il y aura des étoiles sous la voûte des cieux, il y aura dans la nuit sans voile du bonheur pour les gueux. Puis, c'est tout le répertoire de... Alors celle-là, elle n'est pas ancienne. Ah non, elle n'est pas ancienne. l'intervention, c'est celle de Mick Baudiman, qui dit: «Mais celle-là, elle n'est pas ancienne. C'est un problème quand même par rapport à la tradition, si elle n'est pas ancienne». Et la Dédé, la Dédé, André, on voit bien que c'est pas son problème. Son problème, c'est pas de savoir si c'est ancien ou c'est de savoir, bah, peut-être juste si c'est joli, à peine. À peine si c'est joli, juste si ça lui plaît. Ça me fait venir, tout ça me fait venir à la deuxième question. Est-ce qu'on peut devenir une chanteuse traditionnelle? C'est une vraie question. Est-ce qu'on peut décider de devenir une chanteuse traditionnelle? On peut décider d'être instrumentiste, d'être une femme instrumentiste, j'en connais, des très douées, qui jouent de la vielle à roue et qui sont pas loin. Des femmes instrumentistes, oui, voilà, ça répond, ça obéit à un apprentissage extrêmement exigeant, un apprentissage technique, un apprentissage pointu, qui ne laisse pas la part à la fantaisie ou à l'imagination, sauf une fois qu'on maîtrise tout ça. Mais elle n'a pas appris à chanter. Elle le dit: «Je connais pas la musique». Elle n'a pas appris à chanter, elle n'a pas appris à placer sa voix, elle n'a pas appris à respirer, elle n'a pas appris à nuancer. Et pourtant, elle fait tout ça. Son chant relève juste de l'évidence des jours, l'évidence des travaux des jours. On pourrait considérer que c'est naturel. Mais on sait bien que le naturel est toujours sujet à discussion. Et pourtant, c'est une expression singulière de sa voix. Dans le le souci d'avoir affaire à une chanteuse traditionnelle, je me suis interrogée, en fait, sur ce qui faisait cet attachement, pas en tant que musicologue, que je ne suis pas du tout, encore une fois, mais je me suis interrogée sur ce qui faisait la caractéristique des chansons, de la manière de chanter d'André. Et j'ai eu la réponse lors d'une fête de famille, comme il y en a partout. Nous, on a des fêtes de famille où, à un moment donné, chacun chante sa chanson, toujours la même. Et il y a une tradition de chanson dans ma famille. Ma mère chantait pour les vaches parce qu'elles aimaient bien. Ma tante Solange chante et ma tante Solange chante Frédéric François. Elle adore Frédéric François et elle chante Frédéric François bien mieux que Frédéric François lui-même. Je l'ai entendue une fois chanter une chanson de Frédéric François et il y avait dans sa voix quelque chose que j'ai toujours entendu, mais un jour j'en ai pris conscience, quelque chose d'identique à ce qui se passe chez la Dédé, c'est-à-dire une douceur, une délicatesse
qui n'est pas forcément chez Frédéric François, et une manière d'interpréter avec ce que j'appellerais moi, de manière complètement profane, des arrondis, des choses très, très douces, très délicates. Et quand ma mère chantait pour les vaches qui étaient sensibles, quand ma tante chante Frédéric François, quand ma grand-mère chantait son répertoire des années 30 et que toute la famille reprenait en chœur, eh bien, il se passait la même chose que quand Dédé chantait, c'est-à-dire une sorte d'évidence de la représentation, et puis, une grande variété. Comment devient-on chanteuse traditionnelle? Est-ce que le processus d'imitation est à l'œuvre, comme dans toute l'acquisition d'une pratique artistique, d'une certaine manière? On commence par imiter les maîtres, pas les grands maîtres, comme ce que Solange exprimait tout à l'heure, c'est-à-dire on voit faire et on fait pareil, et puis ensuite on trouve sa voix. Personnellement, j'ai découvert, ça sera l'objectif, enfin la réponse à ma troisième question, est-ce qu'il y a comment se donne à entendre ce répertoire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des conditions de chant dans lesquelles il faut s'inscrire pour s'imprégner d'une forme de tradition? Pour Dédé, je dirais qu'il y a 2 approches. Il y a eu 2 approches. D'abord, le chant est chanté, c'est-à-dire chanté dans son évidence du quotidien. Elle le dit elle-même: «J'en avais toujours une dans la tête». C'est-à-dire le principe du chant qui est complètement intégré, systématiquement intégré. Le principe du quotidien, le principe d'accompagner des gestes, bref, tout ce que disent un peu les gens qui ont étudié la question. L'expression d'un état d'âme. Quand j'ai envie de pleurer, nous dit André, quand j'ai envie de pleurer, je chante. C'est la définition du blues, hein. Voilà, le blues de Dédé. La chanson qui aide à vivre, qui est un soutien constant. Mais il y a aussi une sorte de chanson, une manière de chanter qui peut être l'objet d'une représentation. Et là, pour cette façon d'aborder les choses, je fais un petit écart en vous parlant de cette réalisation que nous avons faite avec les Thiolins en 2007, qui raconte, qui permet d'écouter une grande partie du répertoire d'André et qui permet de découvrir ce qu'a été Dédé. Je vous en reparlerai dans un instant. Ma première rencontre avec André, ça a été, j'avais 19 ans, elle a été extrêmement impressionnante puisque André, je la connaissais pour l'avoir juste écoutée en disque. On parlait du blues, moi j'ai écouté en même temps, au même moment, j'ai découvert André Dufaux et Billie Holiday. Voilà. Et ce sont des rencontres. Alors, j'ai jamais rencontré Billie Holiday, mais rencontrer André, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement impressionnant. Ça s'est fait par l'intermédiaire des Thiolins, et Mick Baudiman avait décidé qu'on irait filmer André chez elle au Pouvier, là où je vous ai dit qu'elle avait sa ferme avant de partir à la retraite. On est allé là-bas. Évidemment, moi, je connaissais quelques chansons que j'avais écoutées sur les disques. Et à un moment donné, Mick dit, elle en connaît tes chansons. Ah tu veux bien en chanter? Alors moi, j'étais un petit peu blême de chanter devant la Dédé Dufaux. Et j'ai commencé à chanter et on a chanté ensemble. On a chanté « Allons la belle, allons nous promener dedans la mer coulante ». Standard. On n'est pas loin du... On l'a chanté. Dédé, c'est quelqu'un d'extrêmement présent. Quand elle vous regarde, elle vous regarde. Elle vous regarde pas à moitié, elle vous regarde. Elle est très présente. Elle vous regarde, elle ponctue ses fins de phrase par ce petit geste-là. Voilà. Ceux qui la connaissent ne me démentiront pas. On a chanté cette chanson ensemble, et à la fin, elle m'a regardée, puis elle a dit... Elle m'a regardée, elle a regardé Mick, elle a dit « Elle est cool ». J'étais surprise d'entendre une femme que je voyais comme une vieille femme. Elle devait avoir l'âge que j'ai, peut-être même pas à l'époque.
l'entendre dire « elle est cool ». En fait, il y a eu juste un petit passage sur le fait que elle voulait pas présenter ici mon caractère extrêmement tranquille, pas du tout. Elle disait pas « elle est cool ». Elle disait « elle les cool ». Les chansons. Elle coule les chansons. Ah oui, voilà. Le langage est toujours source d'ambiguïté. Il n'y a rien à faire. Elle est cool, et du coup, dans ce répertoire-là, le répertoire, j'ai essayé de l'apprendre. Sauf que nos mémoires, à 45 ans d'écart, ne sont pas les mêmes. André a la mémoire de quelqu'un qui s'inscrit dans une tradition orale et qui fait entièrement confiance, et elle a raison, elle avait raison jusqu'à une période récente, qui fait entièrement confiance à sa mémoire, à sa façon de mémoriser. On se souvient de tout quand elle discute avec ma mère qui va la voir de temps en temps. Elles connaissent tout le canton de toute la famille, de toute l'histoire, des générations de partout, etc. Elle connaît évidemment son répertoire. Et moi, de mon côté, j'apprends comme quelques-uns. J'apprends le texte et puis ensuite, je me dis, ah, c'est comment déjà? Je l'oublie, je ne sais plus. S'approprier un répertoire, ça ne tombe pas sous le sens. Ou en tout cas, en ce qui me concerne, ça passe par des acquisitions qui ne relèvent pas de la chanson traditionnelle. Et ce moment en 1984 a marqué le début d'une forme d'amitié. D'abord, j'étais reconnue comme coulante et non pas comme cool, comme coulante dans sa chanson. On a chanté à plusieurs reprises ensemble. Et puis ensuite, elle s'est rendue compte que j'avais grandi dans une ferme, et ça, c'était un gage de, je ne sais pas, de qualité peut-être. En tout cas, c'est une histoire. C'est une histoire qui m'a validée à ses yeux. Je ne sais pas où j'en suis dans le temps. Est-ce que quelqu'un aurait l'heure? Ça va? En tout cas, ce qu'il y a d'important, ça a été un certain nombre de points communs qui se sont déroulés comme ça. Donc la ferme, il se trouve que le mari d'André avait travaillé chez mon grand-père à un moment donné de l'histoire, et ça aussi, ça avait l'idée qu'il était dans une ferme, le goût pour la chanson, mais le goût pour le son en général. Ça, c'est très surprenant chez André. Ce qu'elle aime, c'est pas la musique, plutôt c'est pas la chanson, c'est tout ce qui ressemble de près ou de loin à un son intéressant. Elle le raconte. Attention. Dédé, raconte voir comment que c'était quand tu allais Tu racontais que tu allais chercher les chansons sur la foire à Linière, puis que t'entendais. Quand on venait à la foire à Linière, ou plutôt Linière, et ben il y avait tout le temps un marchand de chansons. Et puis avec sa femme, ou je sais pas, c'est peut-être la femme d'une autre, je sais pas. Et puis elle chantait, et puis lui jouait de l'accordéon, et comme j'entendais la musique, tout le monde je m'y portais. Et puis toutes les chansons que j'entendais, je les ramenais dans ma tête. On n'est jamais acheté une. Et puis en partant, dame sortait toutes les unes après les autres, les fredonnait. Et puis pendant 2-3 jours, c'est oublié. Et puis 2 ou 3-4 jours après, je ne sais plus, peut-être 8 jours, je ne sais pas. Souvent, j'ouvrais une porte, ça devait me donner la note, puisque je ne connais rien, j'ai jamais fait de musique, je ne sais pas. Et puis c'était reparti. Elle me revenait comme ça, elle voulait comprendre quelque chose de ça. Ça te revenait avec le bruit que tu entendais, c'est ça? Ça me revient, ça me devait me donner la note, le ton. Et puis ça te rappelait l'air. Et puis l'air revenait, puis c'était reparti, pas du tout. Elle ne connaît pas la musique à sa façon. Ce petit extrait provient d'un enregistrement qui a, à mon sens, opéré un basculement dans le rapport qu'on a eu avec la Dédé, puisque jusqu'à présent, elle chantait. À un moment donné, on a commencé sur cette initiative-ci, c'est une initiative absolument pertinente d'André Ricrot, qui a dit, la Dédé, il faut qu'on l'enregistre. Donc on s'est retrouvés au Play pendant une journée entière, et c'est André a enregistré, chacun passait autour du repas, donc c'est pour ça que vous entendez des petits bruits. Elle nous raconte toutes sortes de choses.
Et elle se livre volontiers à ça, au fait d'enregistrer des choses. Et on est passé à ce moment-là d'une forme d'intégration absolument classique, attendue, on va dire, de la chanson dans le quotidien, à une représentation. Puisque suite à ça, en 2007, donc, on a fait au Play avec les copains qui étaient là, avec Evelyne, etc., Solange, enfin plusieurs personnes, on a monté un petit spectacle hommage à André. Et elle s'est absolument conformée à ce qu'on attendait d'elle, c'est-à-dire qu'elle soit au centre de la scène, qu'elle a parfaitement intégré. Comme s'il était évident que chanter devant 300 personnes, bah voilà, ça pose pas de problème, quoi. Il s'agit de chanter. Donc, elle commençait à avoir un petit peu d'âge à cette époque, pas de problème. Et ce spectacle de 2007, hommage à sa personne, l'a fait entrer progressivement dans une carrière marquée par un certain nombre de moments. Le moment suivant, ça a été en 2009, sur l'initiative de Gabriel Yacoub, regretté Gabriel, à Noirlac, à l'abbaye de Noirlac, où on était prévu que soient fêtés les 100 ans d'acquisition par le Conseil général de l'abbaye. On devait chanter, c'est Gabriel qui avait pensé ça, André devait chanter, on l'accompagnait, et derrière elle, il y avait 2 orchestres immenses qui rendaient hommage au répertoire d'André. Aucun problème, elle a chanté, mais comme si de rien n'était. C'est-à-dire que le côté un peu cabotin, tu ne poses pas de problème. Et puis, jusqu'à l'aboutissement en 2019 d'un spectacle solo, comme les grands artistes, solo à l'église de Marseille, sur l'initiative de Gabriel, à la demande aussi de Gabriel, pour la fête de la musique, elle a fait son concert solo. Alors, est-ce qu'une chanteuse qu'on dit traditionnelle, dernière question, se pose la question de l'expression ou de la place des femmes dans son rapport à la musique? Parce que c'est quand même ça qui nous intéresse au départ. Si on récapitule, pour André, elle est sensible, clairement, à toutes les injustices. Ça la révolte, et encore aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de secret pour ça. Mais à part peut-être au moment du métayage, qui était en soi déjà un système injuste, elle ne semble pas avoir eu à en souffrir. En tout cas, elle a toujours, dans le cadre de nos discussions, non seulement elle a toujours parlé en bien de son mari et des hommes en général, c'est-à-dire la question des hommes ou des femmes ne se pose pas pour elle. Il y a des gens gentils, puis il y a des gens qui ne le sont pas. Elle me fait systématiquement remarquer, et elle a raison, que j'ai un mari gentil. T'as un mari, comme ça. C'est la deuxième phrase après m'avoir dit bonjour. T'as un mari. Alors, bon. Deuxièmement, son ouverture d'esprit, loin du cercle familial, mais aussi à travers l'histoire de son père qui lui a transmis, de son père et de son grand-père qui lui ont transmis tout son répertoire. Amaury me disait tout à l'heure que lors d'un enregistrement, André lui avait fait savoir que elle était détentrice du répertoire de son père et de son grand-père, et sa sœur était détentrice du répertoire de sa mère. Donc j'ignorais ça, mais je l'intègre, et merci Amaury. Troisièmement, elle a grandi dans un monde rural, je vous le disais tout à l'heure, qu'on dit traditionnel. Mais dans ce monde rural, ça n'est pas systématiquement un univers où les femmes sont invisibles. Ça n'est pas systématiquement un univers où les femmes sont invisibles. Ça, il est possible, je questionne, il est possible que ce soit une projection actuelle de la division ou des différences de genre. C'est un monde collectif, celui dans lequel elle a grandi, c'est un monde collectif, le monde de la famille, le monde des communautés, où on sait que chacun a besoin de l'autre. Manifestement, elle n'a pas vécu, sauf erreur de ma part, mais elle ne semble pas avoir vécu d'injustice dans la reconnaissance de son statut de femme. Elle sait néanmoins évidemment que ça existe. Je l'ai entendu plaindre des gens, la pauvre, elle n'a pas de chance, elle a un mari. Alors que moi, j'ai un mari. Mémoire, elle a une mémoire aussi absolument surprenante. Le jour de ses 105 ans, elle nous a chanté 2 chansons intégralement, sans se tromper. Mais il y a aussi une grande importance qu'on accorde
la grande importance, je vous le disais, qu'elle accorde à la musique plus qu'aux paroles des chansons. Ou en tout cas, oui, je pense plus aux paroles des chansons. En tout cas, sa place dans la vie et dans sa pratique de la musique ne semble pas s'être définie en priorité par référence au genre. André, elle ne se dit pas avant tout femme, elle ne se dit pas avant tout chanteuse traditionnelle du Berry, sauf si c'est ce qu'on veut voir en elle. C'est juste que elle chante. Pour ma part, je dirais, si je devais la réduire à une expression, que André, c'est une chanteuse et une humaniste. Merci de votre attention. Merci beaucoup Yannick. Est-ce que vous avez des questions pour Yannick? Faut que je m'éloigne de l'enceinte. Oui, pardon. Merci Yannick, parce que ce qui est formidable avec toi, c'est qu'on applaudit 2 personnes quand on t'applaudit. Donc ouais, tu es un peu Janus au féminin. Mais c'est pas pour faire cette mauvaise blague que je reprends la parole. 2 choses. Moi, personnellement, j'évite de parler de chanteuse ou de chanteur traditionnel. Je trouve que c'est une expression tronquée. C'est c'est de tradition orale qu'il faudrait dire, ce qui est pas du tout la même chose à mon avis, hein. Ça repositionne, le sujet. Et je voudrais savoir comment, toi-même tu te détermines par rapport à cette, rectification, lexicale. Et puis par ailleurs, tu as insisté sur, le le ce que comptait dans son univers, le statut de métayer qui avait été la sienne, pendant oui, donc ouais, effectivement. Là, c'est mieux? Oui, tu parlais donc de je vais bien essayer de crier dans le micro, mais voilà. Donc donc l'importance de son statut de métayère durant toute sa vie professionnelle, on va dire. Est-ce que dans ses lectures qu'elle a certainement fait, Émile Guillaumin est une référence connue? Je vais commencer par Émile Guillaumin. Je ne pense pas qu'elle ait lu Émile Guillaumin. André a une approche sensible du monde, ça n'empêche pas de lire, hein, mais beaucoup d'éléments de réflexion qu'elle fait sien passent par des discussions. Et elle peut aller très loin dans la réflexion, dans l'analyse, dans la compréhension du monde. Et elle établit des liens. Vraiment, c'est quelqu'un dont la conversation est extrêmement précieuse. Je ne pense pas qu'elle ait lu Émile Guillaumin, mais on pourra lui demander. Je ne sais pas si j'aurai la réponse. En ce qui concerne la tradition orale, si tu veux une réponse personnelle, évidemment, je ne peux que souscrire à ce principe de tradition orale que j'expliquerai par une... Alors, il y a 2 manières de l'expliquer. Soit on a une manière sombre et je peux dire je ne connais pas une seule note. Comme Nadé, je ne connais pas les notes. C'est catastrophique. Ça limite, bien sûr. C'est catastrophique. Voilà. Je ne suis pas passée par l'école de musique. Je ne suis pas passée par quoi que ce soit. Et j'ai eu une paresse incommensurable pour apprendre ce que j'aurais pu. Hein, j'aurais pu passer du temps à apprendre. Et même ça, je ne l'ai pas fait. Donc voilà, comme ça, c'est la version sombre. La version optimiste, c'est je veux croire que ce petit reste de tradition orale qui existe m'a été donné de le maintenir par mon parcours personnel, par les gens que j'ai rencontrés, par ma famille, par Dédé, par Evelyne Girardon qui a bien voulu, au sein de Relais Fillettes, et toutes mes copines de Relais Fillettes qui ont bien voulu admettre que d'accord, je connais pas la musique, mais bon, ça va, j'ai une oreille.
Voilà, et puis qui se travaille aussi et qui voilà, enfin, la tradition orale d'une certaine manière, de ce point de vue-là, elle est peut-être moins pratiquée. La plupart des gens qui chantent ou qui jouent évidemment, et à juste titre, parce que c'est probablement impossible de jouer autrement désormais. La plupart des gens qui jouent ne jouent pas d'oreille, ou alors pas forcément comme des gens qui joueraient bien. Enfin, voilà. C'est une vraie question, hein, c'est une vraie question. Il y a aussi des gens qui ne savent pas ou pas très bien lire la musique et qui ont une approche maîtrisée d'un domaine particulier, hein. Ils jouent pas dans les orchestres symphoniques, clairement, mais c'est une façon de pratiquer le chant. Un tout petit complément. Je te posais cette question un petit peu coquine parce que c'est surtout la façon dont l'adjectif traditionnel tout seul est pris aujourd'hui qui me semble constituer un piège pour cette esthétique musicale. Hein, ça enferme dans une image passéiste, c'est la tradition au sens et c'est pas le mode d'apprentissage qu'on désigne en parlant de chansons traditionnelles, c'est la référence à un univers forcément dépassé et ringardisé. Et moi, je suis étonné de voir que la mouvance ne s'insurge pas plus que ça contre cet enfermement qui est quand même assez piégeant et assez lourd. Hein. Et alors, ça dépasse un peu le sujet de la journée d'études, hein, mais ça me semble important, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est bien connu que le rapport à l'écrit dans les jeunes générations est de plus en plus distendu et que très probablement, on va retourner à une société de tradition orale. En tout cas, où la tradition orale tiendra beaucoup plus de place et beaucoup plus légitime que dans les générations auxquelles toi, et Béline, Solange et moi appartenons. Ça peut être une bonne surprise. Là, je plus sois, comme on dit, à ce que tu viens de dire, à savoir que peut-être que une chanteuse traditionnelle, c'est celle qui vient d'un univers qui aujourd'hui, hélas, a disparu, mais qui a gardé une esthétique. Parce que la Dédé, elle a une esthétique particulière. Tu dis qu'on la reconnaît, quel que soit ce qu'elle chante, c'est ça, quoi. C'est comme les Beatles, quoi. Tu entends les premières mesures des Beatles, tu sais que ce sont les Beatles. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté dans le milieu des jeunes musiciens, c'est que beaucoup se disent musiciens traditionnels. Alors que ce sont des musiciens interprètes de répertoire traditionnel. Donc là, il y a une confusion, effectivement. Et puis la tradition orale, moi je l'ai connue dans les banlieues chaudes de Lyon, hein, c'est-à-dire avec tous les jeunes au moment de la marche des beurs, etc., de tous ceux qui faisaient de la musique, comme aujourd'hui les rappeurs faisaient de la musique comme ça, sans connaître les notes et en faisant des choses très virtuoses. Donc voilà, c'était juste ce petit commentaire. C'est vrai que la personnalité de Dédé, si je compare à Eudoxie Blanc, que j'ai rencontrée, mais qui est là, qui est morte à 104 ans, Eudoxie, donc là, elle est battue. Euh, c'est vraiment des répertoires extrêmement différents, parce que l'Eudoxie en Savoie ne chantait pas du tout des chansons françaises qu'elle avait entendues peut-être dans sa famille. Non, elle chantait vraiment les répertoires de tradition orale. Pourquoi? Parce que pendant longtemps, elle chantait les contre-voix, c'est-à-dire elle avait une petite polyphonie avec ses sœurs. Donc elle s'est juste rappelé des mélodies, mais elle chantait des contre-voix. Donc c'est une autre, c'est la même génération, si tu veux, enfin, a quand même 20 ans de différence, pardon, ce qui est quand même énorme. J'avais une question. Il me semblait que la Dédé avait participé à l'enregistrement de cette cassette que je dois toujours avoir, avec des jeunes Tiolins. Hein, c'est bien ça. Est-ce qu'elle chantait? Il me Oui, semble qu'elle chantait là. Hein. oui, la cassette est dédiée au répertoire des enfants Oui. et elle chante le petit Père Michel. Ah voilà, il me semblait bien. D'où venez-vous donc, mon petit Père Michel? De la foire.
Hem, merci, tu nous as dit, que, ça avait été une difficulté de t'approprier ce répertoire parce que, tu ne l'avais pas, appris, comme elle dans l'imprégnation, mais tu avais dû apprendre les paroles, peut-être, en les lisant. Est-ce que, malgré tout, elle t'a donné, des filons? Est-ce qu'elle t'a corrigé dans ton apprentissage? Et est-ce que, mis à part de dire que c'est difficilement explicable comment les chansons lui viennent et lui repartent de la tête, est-ce que tu as connaissance de manières, qu'elle utilisait pour se remémorer ses chansons? À ma connaissance, elle n'a pas de technique, à ma connaissance. Je ne sais pas, voilà. Et ce que je voulais dire quand je disais que j'avais eu des difficultés, en fait, j'ai juste des difficultés pour mémoriser. Il faut que je l'apprenne comme j'apprendrais un poème ou comme j'apprendrais une page de prose. Enfin, il me faut de la concentration parce que je suis pas de, je n'appartiens que partiellement à une génération où on se souvient des choses une fois qu'on les a écoutées. Il y a des cas comme ça, hein, mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là et ça me demande du travail, de lecture, mais de lecture des textes, hein, tout simplement. Allons la belle, allons nous promener. Voilà. Je peux l'écouter 20 fois, il faut quand même que j'ai le texte sous les yeux pour le voir, parce que notre apprentissage passe par le texte écrit. C'est ce que je voulais dire en fait. En revanche, ce que j'ai essayé de souligner, c'est le fait que euh, il me semble que s'il y a un point commun entre Dédé et moi, justement, il ne passe pas par la transmission consciente des choses. Si on a si on peut établir une filiation qu'elle affirme, hein. J'en parle tranquillement parce elle l'affirme en ce qui me concerne. Donc voilà, j'en suis évidemment honorée. C'est justement, c'est pour tout un tas d'autres petites choses que la chanson elle-même. Elle ne m'a jamais appris une chanson. Mais d'abord parce que pour elle, apprendre une chanson, c'est bizarre. Les chansons, tu les connais. Mais elle ne m'a jamais appris, elle ne m'a jamais repris sur une chanson. Elle a juste constaté que je les coulais. Bon, je l'ai perçu, et les copains aussi à l'époque, comme une validation d'une manière de chanter. Ça va, elle chante, c'est bon. En gros, elle fait ce qu'il y a à faire, quoi. Après, les paroles elles-mêmes, les paroles elle les change. Voilà, si c'est plus exactement les bonnes, c'est pas grave. De toute façon, elle tombe toujours sur ce qu'il faut. Voilà, oui, vraiment. Donc, il n'y a pas à proprement parler de transmission de répertoire. Il n'y a pas de transmission de texte, il y a pas de cahier, il y a pas de voilà. J'ai fait comme tout le monde, j'ai écouté les enregistrements, mais tout s'est joué, me semble-t-il, tout s'est joué probablement ailleurs. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre en disant, on est fille d'agriculteur, enfin, elle est fille de paysan, je suis fille d'agriculteur parce que les choses avaient changé, fille d'éleveur. Elle connaît le canton, moi aussi, on connaît les mêmes, avec ma mère plus encore, elles connaissent les mêmes familles, et puis elles savent établir les liens. C'est-à-dire, c'est tout ça, toutes ces petites micro-choses qui semblent absolument loin de la chanson, mais qui ne sont pas peut-être si loin que ça de l'interprétation. Voilà, une manière je sais pas quoi, d'aller à la messe, une manière, enfin voilà, comment on s'inscrit dans la société qui nous entoure. C'est ultra prétentieux, mais c'est un peu la question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ici au milieu? Ben, on chante, mais avant de chanter, on discute. Vraiment, avant de chanter, on discute. On discute pendant longtemps, et patati, et patata, 1 heure, 2 heures. Puis après, on chante. Tu vas bien nous en chanter une? Ah ben, elle ne se fait jamais prier, même pour ses 105 ans. Merci. Rapidement, oui. Bon, là, vous êtes là pour jusqu'à 1 heure, mais c'est peut-être déjà 1 heure. Juste pour vous donner des nouvelles de la Dédé, que j'ai rencontrée il y a très peu de temps. On ne s'est pas reconnus, hélas, pour elle et pour moi. Et puis d'un seul coup, j'ai dit, bah, écoute, je suis quand même étonné, j'habite pas loin de Rezay. Ah, quand j'ai dit Rezay, là, ça fait tilt. Elle me dit, t'es d'où donc? Je dis, Chedwick exemplaire. Ah, bah, dit, j'allais chanter là-bas avec
Alors, elle dit, tous les Kounati. Alors, évidemment, elle me cite des noms. J'ai dit, vous chantiez quoi? Ben, elle dit, on chantait à l'église. Voilà. Et puis, j'ai dit, ben, tu pourrais bien m'en chanter une. Et ben, dit, toi, mon pauvre gars, pas ce soir. Mais reviens donc, peut-être que là, je pourrais. J'y suis retourné. Je l'ai trouvé encadré de tous ces pensionnaires de l'EHPAD. Et là, elle s'est fait toute petite. Elle avait peur que je lui demande de chanter devant tout le monde. Et je crois que c'est un petit peu maintenant sa hantise de devoir chanter. Mais ça, c'est très récent, tout récent. Et voilà, mais j'y retournerai. Alors, je vais répondre à ça. Oui, On va pas passer le dernier extrait que j'avais prévu, mais c'est un extrait. Non, parce que voilà, mais vous le trouverez dans ce merveilleux document. Je lui pose une question à ce moment-là sur le fait, parce que ça m'intriguait, le fait les conditions dans lesquelles elle chantait. Je lui dis, est-ce que tu chantais? Est-ce que pour les mariages, etc. Parce que pour moi, une chanteuse, ça chante devant des gens et puis ça fait plein. Bon, pas forcément, hein, mais ça peut. Et André, là, me donne une réponse nous donne une réponse que je n'imaginais pas. Elle me dit, ah mais non, mais pas du tout. Ah moi, j'aimais pas ça, hein. Chanter devant les gens, j'aimais pas ça, hein. J'étais timide. J'étais timide. Donc c'est pas nouveau, hein. Elle déteste chanter devant un public. Sauf s'il y a 400 personnes qu'elle connaît pas, ça c'est pas pareil. Mais chanter devant des gens qu'elle connaît et qu'elle côtoie, elle n'aime pas ça. Elle dit dans ce documentaire, elle dit qu'elle ne chantait jamais dans les mariages. Pour elle, c'était sa hantise absolue. Et elle dit, j'étais timide. On peut être chanteuse et timide.